Il s'agit de l'affiche du Cercle Léon Trotsky, organisé par Lutte ouvrière en région parisienne sur les événements de 1936. Et j'espère que notre petit débat vous donnera envie de le suivre sur notre site. Nous allons parler de la vague de grève en France. Mais celle-ci a eu lieu dans de nombreux pays, États-Unis, Belgique et dans les colonies entre 1934 et 1936. Il y a eu aussi des événements révolutionnaires en Espagne. Je vais m'appuyer sur des extraits d'un documentaire. Ces événements de 1936 sont en lien direct avec la crise économique de 1929. Celle-ci a commencé aux États-Unis et s'est propagée au reste du monde. En France, avec quelques mois de retard par rapport aux autres pays européens, la production a chuté, le chômage a augmenté très fortement. En 1934, 1 million sur 6 millions de travailleurs étaient au chômage. Les paysans, nombreux à l'époque, et les commerçants étaient aussi particulièrement touchés. Les prix et ceux des matières premières ont fortement baissé ces années-là. La crise a provoqué une colère et un désarroi dans la population. Des militants syndicaux organisent alors, à travers tout le pays, des marches de la faim, rassemblant des chômeurs qui marchent vers Paris en exigeant du travail et du pain. La misère frappe de plus en plus de Français. Et partout, on tente alors d'aider ceux qui n'ont plus rien, à la ville comme à la campagne. Car la crise n'épargne aucun territoire. Chez les paysans, le PC très présent dans certaines régions. Et des solidarités s'organisent pour faire face aux huissiers. Les deux affiches qui sont présentes nous invitent à comprendre ce que sont les saisies. L'huissier arrive, vente aux enchères, et puis de ce point de vue-là, force de l'ordre parfois, parce qu'il peut y avoir des solidarités villageoises. Et le plus important dans ces actions, c'est la folle enchère, c'est-à-dire tout simplement la volonté, lorsqu'il y a une saisie, d'empêcher cette saisie légalement en mettant des enchères, mais qu'elle soit le plus bas possible. Et la folle enchère est reprise dans le film de Jean Renoir, La vie est à nous. Nous allons procéder par autorité de justice à la vente aux enchères publiques des biens de Monsieur Lecoq, fermier à Saint-Aubin-le-Monial. Alors mes amis, qui fera la première offre Alors, pas d'amateur. Moi je... Pas d'amateur. Je prends. Quoi? Vous prenez aussi bien de bouteille. Nous ne sommes pas ici pour nous amuser. 2 francs 2 francs 50 si vous voulez. 2 francs 50, une jument pareille. Les conflits reprirent entre 1932 et 1933. Conflit aux usines, Citroën de Javel, et le poème de Prévert sur cette grève. Lorsque la France est frappée de plein fouet par la terrible tempête économique née aux États-Unis en 1929, qui fragilise son temple de la rationalisation et du travail à la chaîne, André Citroën n'hésite pas à augmenter les cadences de ses 30 000 ouvriers. Pire, Citroën, à l'image de nombre d'industriels de l'époque, décide d'une diminution des salaires arbitraires de 30%. Immédiatement, la colère se répand dans les ateliers. Et les ouvriers décident de se mettre en grève. Mais André Citroën est intraitable. Il n'hésite pas un instant à licencier massivement les grévistes afin d'éjecter les meneurs du mouvement, puis à faire appel aux forces de l'ordre pour interdire toute manifestation aux abords de son usine. Car pour Citroën, il n'est pas question de tolérer une action. Ouvrier de chez Citroën en grève. Mais sur Paris endormi, une grande lueur s'étale. Une grande lueur grimpe sur la tour, une lumière toute crue. C'est la lanterne du bordel capitaliste, avec le nom du taulier qui brille dans la nuit. Citroën, Citroën, c'est le nom d'un petit homme. Un petit homme avec des chiffres dans la tête. Un petit homme qui ne connaît qu'une seule chanson. Bénéfice net. Millions, millions. Mais ceux qu'on a trop longtemps tondus en caniche, cela garde encore une mâchoire de loup pour mordre, pour se défendre, pour attaquer, faire la grève. Vive la grève! Parallèlement,
Hitler accédait au rang de chancelier en Allemagne en 1933. L'Allemagne a été le pays le plus frappé par la crise en Europe, car il n'avait pas de colonies et dépendait des capitaux américains. Elle sortait d'une période de prospérité très courte entre 1923 et 1929. Lorsque les bourgeois américains ont rapatrié leurs capitaux, la misère s'est étendue en quelques mois. Face à la crise, les pays capitalistes étaient devenus protectionnistes. L'industrie allemande était privée de débouchés et d'accès aux matières premières. La bourgeoisie allemande s'orienta vers la guerre pour défendre son espace vital. Mais la population ouvrière et la petite bourgeoisie se radicalisaient et se mobilisaient contre la misère. Hitler et ses sections d'assaut furent utilisés pour réduire les grèves. La bourgeoisie s'en remit à eux pour imposer une discipline de fer à toute la population et préparer ainsi la guerre. Du côté des travailleurs, le PC et le PS se menaient une guerre sans merci, empêchant et paralysant leur mobilisation contre le fascisme. Leur victoire a été une défaite sans combat des travailleurs. Elle frappa l'Europe. En France, le Parti radical était au pouvoir avec Édouard Herriot et Daladier. Il prétendait représenter les aspirations de tous et défendait la collaboration entre la bourgeoisie et les travailleurs. Avec la crise économique, le pouvoir politique devint de plus en plus instable. Son instabilité fut renforcée par les scandales successifs qui concernaient les ministres et députés radicaux en particulier. Tout comme en Allemagne, les travailleurs se partageaient entre la SFIO et le PC. À gauche du Parti radical, deux partis ouvriers s'opposent violemment depuis qu'en 1920, au congrès de Tours, le Parti socialiste SFIO s'était coupé en deux, avec la scission d'une majorité de responsables qui avaient décidé de créer un parti affilié à l'Internationale communiste, après la Révolution de 1917. Depuis, le Parti communiste dirigé par Maurice Thorez, qui représente 8% des voix, considère que pour instaurer le socialisme en France, il faut faire la révolution en luttant classe contre classe et qu'on ne peut donc pas faire d'alliance au sein d'une démocratie bourgeoise. Le frère ennemi socialiste, qui rassemble encore 20% des voix, est alors dirigé à l'Assemblée par un des penseurs les plus brillants du parti, le directeur du quotidien Le Populaire, Léon Blum. De l'autre côté de l'échiquier politique, la droite et l'extrême droite se mobilisaient. Des leaders tentaient de capter le mécontentement des paysans et des commerçants. Plus le gouvernement radical était déconsidéré et impuissant, plus la propagande des partis de droite et extrême droite trouvait un écho parmi la petite bourgeoisie, les anciens combattants. Face à ces pressions, Herriot démissionna, laissant la place à Daladier. Ce dernier écarta le préfet de police jugé trop complaisant avec l'extrême droite. Ce geste mit le feu aux poudres. D'une classe politique décrédibilisée face à des ligues nationalistes prêtes à en découdre au moindre prétexte, qu'en février 1934, tout va soudainement basculer. Quand une sombre affaire de corruption, touchant le Parti radical au pouvoir, déclenche des manifestations qui vont se transformer en insurrection, au point de faire trembler la République. Tout est parti d'un certain Stavisky, juif russe naturalisé qui a détourné des fonds avec la complicité d'un élu radical et qui sera retrouvé soi-disant suicidé avec 2 balles dans la tête. Dénonciation d'une classe politique corrompue, antisémitisme, anti-parlementarisme, les ligues d'extrême droite se déchaînent et le gouvernement doit démissionner. Et quand le 6 février 1934, un vote d'investiture est programmé pour désigner le prochain chef du gouvernement, toutes les organisations d'anciens combattants et les ligues nationalistes décident de manifester autour de la Chambre des députés. Au fil de la journée, la tension va monter, notamment lorsque les croix de feu marchent en direction du Palais Bourbon et que les manifestants espèrent alors l'emporter avant que le colonel Delarocque ne choisisse finalement de disperser ses troupes sans violence. Mais dans la soirée, les militants de l'Action française et des Jeunesses patriotes se dressent en colère place de la Concorde, face à la Chambre des députés. Et bientôt, le rassemblement tourne à l'émeute. Près de 800 policiers seront blessés, comme 700 manifestants. Et la police, dépassée par les événements, tire et tue plusieurs émeutiers. Il y aura 18 morts,
et plus de 80 blessures par balle. Une répression sans précédent. Au soir du 6 février, l'illusion que la France pouvait être à l'abri de la menace fasciste tomba. Le 9 février, le PC appela à une manifestation seule. Il y eut 6 morts. Le PS, les radicaux et la CGT se mirent d'accord pour une manifestation le 12 février. Sous la pression des milieux ouvriers, le PC appela le même jour aussi. Il y eut 2 cortèges séparés, mais arrivés sur la place La Nation, les 2 cortèges se rejoignirent. Cela est raconté par un témoin de l'époque. Brusquement, à la Namouche, une immense foule de communistes, et ils venaient vers nous et nous allions vers eux. Et alors, Blum, Blême, tous, terrifiés, nous sont dit « Qu'est-ce que va être cette rencontre? Qu'est-ce que va être ce heure si l'on se bat? C'en est fini. » Et puis tout d'un coup, tous les gens sont embrassés, se sont pris par le cou, par le bras. C'était une chose extraordinaire. Je n'ai jamais vu une chose pareille de ma vie. Les gens criant l'unité, unité. C'est un impératif catégorique que nous imposait le peuple par-delà toutes les divergences ce jour-là. Pour moi, le Front populaire était fait. Je suis ridicule encore de vivre cela avec une émotion qui n'est pas normale. Mais enfin, il y a des choses qui marquent dans une vie. Paris, rassemblé dans cette manifestation, signifie aux hommes du fascisme et du royalisme qu'ils ne passeront pas. La réaction ne passera pas. Vive la République des travailleurs. Vive la liberté. Vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible. Vive le peuple ouvrier de Paris. Parallèlement à cette manifestation qui imposa l'unité, le PC changeait de politique. La victoire d'Hitler inquiétait Staline. Pour protéger l'URSS, il chercha à s'allier avec la France et l'Angleterre dite démocratique. Or, la politique du PC était dictée par l'internationale communiste, le Comintern. Ce rassemblement de millions de Français est porté par une révolution politique inouïe. Le Parti communiste de Maurice Thorez a changé radicalement de stratégie quand le Comintern à Moscou a soudain autorisé les communistes français à s'engager avec les socialistes dans un front antifasciste. Surtout, c'est Maurice Thorez lui-même qui a convaincu les socialistes que cette union de la gauche devait impérativement associer le parti radical, pourtant au pouvoir avec la droite, afin d'avoir une chance de renverser le rapport de force. Dans les mois qui suivirent, la classe ouvrière apparut politiquement. Elle se mobilisait, les conflits, les grèves se développaient. Ces images prises lors de l'anniversaire de la Commune de 1935 le montrent. Des images captées en mai 1935, lors du traditionnel anniversaire de la Commune révolutionnaire de Paris de 1871, célébré au cimetière du Père-Lachaise, devant le mur où 150 communards avaient été exécutés par les troupes loyalistes. Dans cette archive d'une rare qualité, on retrouve cette profusion d'organisations qui ont décidé de mener ensemble le combat antifasciste. Depuis les anciens combattants, jusqu'aux organisations de jeunesse, en passant par les syndicalistes, le Secours Rouge International, qui deviendra le Secours Populaire, ou des artistes comme ces jeunes activistes du groupe Mars, qui rêvent de révolution en chantant. Politiquement, les appareils politiques du PC et du PS transformèrent le besoin d'unité et la combativité ouvrière en une alliance électorale qui prit le nom de Front populaire, qui était l'exact inverse d'une politique hardie contre les patrons. L'alliance s'étendait aux radicaux. En particulier, le PC reprit le drapeau bleu-blanc-rouge et la Marseillaise. Il limita les objectifs de la mobilisation par avance. Et après le basculement du parti radical dans le camp antifasciste, le nouveau Rassemblement populaire peut fièrement prononcer, le 14 juillet, un serment historique, inspiré des grandes heures de la Révolution française. Nous,
représentants mandatés ou membres du Rassemblement populaire du 14 juillet 1935, nous faisons le serment solennel de rester unis pour désarmer et dissoudre les ligues factieuses, pour défendre et développer les libertés démocratiques et pour assurer la paix humaine. Voilà le cortège qui s'élance ensuite place de la Bastille, avec à sa tête la réunion inédite du drapeau rouge d'un peuple en lutte et du drapeau tricolore d'une nation unie pour défendre la République en danger. Tout à coup, l'internationale révolutionnaire chantée traditionnellement par la gauche fait place à la Marseillaise que les manifestants se réapproprient avec bonheur. Et tous d'adopter désormais un seul mot d'ordre, inventé par le communiste Thorez, Front populaire. Duclos, un des dirigeants du PC, affirmait « Nous n'entendons pas laisser accréditer l'idée que le gouvernement de demain détruira le régime capitaliste. » Maurice Thorez déclarait « Nous te tendons la main catholiques, ouvriers, employés artisans, paysans, nous qui sommes des laïcs parce que tu es notre frère, nous te tendons la main volontaire, nationale, ancien combattant devenu croix de feu parce que tu es un fils du peuple. » Cela peut paraître une stratégie pour unifier la population, car pour renverser le système capitaliste, il faudra bien que la classe ouvrière entraîne derrière elle une grande partie de la population au-delà des ouvriers, mais cette main tendue l'est sur la base de renoncement, pas sur une politique expliquant que la guerre est inévitable et que la misère vient du système capitaliste. C'est en reprenant le nationalisme, le patriotisme que le PC tend la main. C'est en tournant le dos à des propositions radicales contre le chômage, contre les expropriations des paysans, contre les banques, etc. et donc pour le renversement du système. Il ne fallait pas effrayer les petits bourgeois, disait-il, et cela alors que le camp ouvrier se mobilisait. 250 000 travailleurs se syndiquèrent en 2 mois entre mars et mai 1935. Les élections législatives se déroulèrent entre le 26 avril et 3 mai 1936, dans un climat de montée ouvrière et en même temps de radicalisation des ligues d'extrême droite. Sur 10 millions de votants, les femmes ne votaient pas. 42% restèrent à droite. La gauche devient majoritaire, mais surtout, il y eut une baisse des radicaux, une hausse du PC et du PS. Après le deuxième tour, le PS devint le premier parti de l'Assemblée avec 149 sièges. Il put revendiquer la direction et Blum prit la tête du futur gouvernement. À remarquer, cette victoire laissa la bourse sereine et cela en dit long sur ce qu'imaginait la bourgeoisie. Mais beaucoup de militants connus laissaient à penser que Blum était un véritable défenseur de la classe ouvrière. Monat, un militant connu de l'époque, écrivit « Quand on a vu devant le mur des combattants de la Commune le président du Conseil de la République lever le poing comme les camarades, comment ne pas croire que cette fois le gouvernement n'est plus du côté des capitalistes ? Les ouvriers étaient moins naïfs. Avant même que le gouvernement soit installé, la grève qui était leur arme se propagea. » Mais dans une révolution, rien ne se passe jamais comme prévu. Et alors que le nouveau gouvernement n'entrera en fonction qu'1 mois plus tard, les ouvriers vont faire soudainement irruption sur le devant de la scène en décidant de se mettre massivement en grève. Tout est parti d'une provocation de quelques patrons qui, dans un réflexe autoritaire et de défiance vis-à-vis du Front populaire, ont mis le feu aux poudres en licenciant les ouvriers qui avaient osé faire grève pour manifester le 1er mai 1936, puisqu'à l'époque, le 1er mai n'est pas férié. Une répression arbitraire qui ne passe pas du tout dans les ateliers, au moment même où les ouvriers ont le sentiment d'avoir remporté une grande victoire électorale. Et alors que la grève était partie de quelques usines aéronautiques, c'est l'ensemble de la métallurgie, puis des centaines et bientôt des milliers d'entreprises qui se joignent au mouvement. Le patronat. Et ce qui va stupéfier tous les acteurs politiques et patronaux, c'est que non seulement les ouvriers décident de se mettre en grève,
Mais pour la première fois, ils choisissent aussi d'occuper les usines. Il y avait un sentiment de liberté parmi les travailleurs, mais la bataille était rude. Allez voir ça, c'était toute une population qui était dans le coup. Les paysans apportaient des légumes, des pommes de terre, des pâtes, tout ça. Et on faisait un repas vraiment copieux. Ça a été formidable. Tous les soirs, de l'animation, dans la journée, parties de boules, des concerts, du bal, il y a eu de tout. Alors pensez un peu les gens de 20 ans comme nous. Eh bien, nous, on voyait déjà là, ce à quoi on aspirait. Vivre nos 20 ans. Les militants de base du PC et du PS participèrent à l'extension du mouvement et sa profondeur tout en essayant de la limiter. Ils étaient face à une vraie marée. Lorsqu'à Renault, les délégués trouvèrent un compromis avec le patron, celui-ci fut balayé par les ouvriers. Un roman L'embellie de Chabrol raconte cette vague de grève impossible à arrêter. Dans une usine, personne n'appuya sur le bouton pour lancer les machines. Un chef d'atelier arriva surpris du silence. Alors c'est la grève, dit-il, son geste la précipita. Sur quelle revendication cela n'était pas le problème des ouvriers dans un premier temps, lorsque le patron leur accordait ce qu'ils voulaient, eh bien ils changeaient de revendication pour rester en grève. Les ouvriers, confusément, aspiraient à autre chose que des revendications de base. Et puis ils occupaient les usines, les banques. Nous le voyons dans l'extrait. L'occupation suppose que les travailleurs s'organisent. Ils contestaient de fait la propriété privée des usines au patron, mais en même temps, en restant dans leurs entreprises, ils limitèrent leur capacité de s'organiser. Lorsque le 8 à 9 juin, la CGT et le PC poussèrent à la reprise, ils n'y parvinrent pas. Les ouvriers refusaient d'évacuer. Certains répondaient « Les camarades sauront organiser le travail sans les patrons ». Le gouvernement et les patrons cédèrent un peu plus aux travailleurs pour ramener le calme. Craindre le pire. Il faut qu'on n'oublie pas qu'il y a derrière nous des masses populaires dont nous sommes les mandataires et les interprètes. Des masses populaires auxquelles on n'aurait pas besoin de faire appel 2 fois si on s'insurgeait contre leur volonté. Les accords de Matignon comprenaient une hausse des salaires de 15%, les congés payés, mais les ouvriers obtinrent en particulier des contrats collectifs et la reconnaissance des syndicats dans l'entreprise. Et pour les paysans, la garantie des prix du blé. Mais même après les accords de Matignon, des ouvriers de nombreuses entreprises imposèrent de nouvelles concessions. Le PC pesa de tout son poids pour que la grève cesse. De sitôt au cadran de notre histoire. Alors droit devant nous, en avant camarades. Mais non, messieurs, tout n'est pas possible. Il n'est pas question de chambardement ni d'anarchie. Qui leur répond ainsi? L'humanité. Maurice Thorez lui-même intervient. Le grand soir, ce n'est pas pour ce soir, ni pour demain, ni même après-demain, dit-il. Il brandit un télégramme qu'il vient de recevoir de petits paysans qui ne sont pas contents de la grève des camionneurs. Nos cerises vont se gâter, dit le télégramme. Vous voyez, conclut Thorez, nous n'avons pas derrière nous la population des campagnes, ni les classes moyennes. Alors il faut savoir terminer une grève. Les dirigeants syndicaux, qui souvent se font siffler, vont d'usine en usine donner la consigne « Discipline, camarades, discipline ». L'ordre, nous l'assurerons en amenant la classe ouvrière à comprendre que son devoir et son intérêt lui commandent d'entendre nos appels et de nous éviter d'avoir recours à des moyens de contrainte. Non, le Front populaire ne sera pas l'anarchie. Le Front populaire ne vivra. Le Front populaire ne vaincra que dans la mesure où il sera capable d'assurer l'ordre. Roger Salengro, ministre socialiste de l'Intérieur, promet au Sénat d'évacuer les usines par tous les moyens. Il annonce sous les applaudissements que des agitateurs, des étrangers suspects et 500 ouvriers ont été arrêtés. Lentement, et comme à regret, le travail... À l'opposé, une petite minorité trotskiste mit non seulement en garde les travailleurs, mais défendit, là où elle le put, la nécessité d'aller plus loin, de constituer des comités de grève, des soviets, et dénonçait l'attitude des bureaucraties syndicales. Le patronat essaya de prendre sa revanche, les partis d'extrême droite se réorganisèrent.
Le gouvernement commença son offensive en interdisant par exemple le journal dont je viens de vous montrer la une. Alors que l'inflation grimpa en flèche, Blum décréta la pause pour les travailleurs en février 37. Le 16 mars 37, la police tira sur des manifestants contre l'extrême droite. Blum n'avait bien sûr mené aucune mesure contre la police, l'armée, la justice. L'appareil d'État restait intact. Juin 37, Blum démissionnait sans résistance après un vote du Sénat contre sa politique financière. Il se heurtait au mur de l'argent. L'attitude de Blum face à la Révolution espagnole fut un des éléments qui frappa une partie des travailleurs. Dans la vidéo suivante, il veut justifier sa politique devant les travailleurs rassemblés. Lorsque les avions de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste bombardent le petit village basque de Guernica en Espagne, le pays est déchiré par une guerre civile meurtrière depuis juillet 1936. Car au moment même où le Front populaire fêtait sa victoire en France, le général Franco lançait une offensive militaire pour faire tomber la jeune République espagnole, alors dirigée par une coalition de gauche qui portait le même nom de Frente Popular. Ce conflit va fracturer immédiatement la majorité en France, quand Léon Blum doit trancher sur la question d'une possible intervention militaire en soutien aux républicains espagnols. Chers camarades, chers amis, nous tous qui sommes assemblés ici, nous voulons la paix. Blum est déchiré, car il a été élu sur un programme de paix et il sait que son allié britannique refusera de s'engager. Un dilemme accentué par les violentes oppositions au sein de sa majorité, entre le parti radical qui refuse la guerre et le parti communiste qui est favorable à une intervention. Finalement, Léon Blum décide de ne pas s'engager dans un conflit militaire, tout en livrant secrètement des armes à l'Espagne. Mais cette décision bouleverse de nombreux militants, qui la vivent comme une trahison. Et notamment parmi les communistes, qui font alors le choix de partir malgré tout combattre du côté des républicains, au sein des brigades internationales, créées avec le soutien de Moscou. Ils seront ainsi plus de 40 000 jeunes, dont 10 000 Français, à s'engager au péril de leur vie. Conclusion, les ouvriers ne pourront garder leur conquête qu'en allant beaucoup plus loin. 3 ans après les grèves de 36, une partie des ouvriers fut appelée sous les drapeaux. La Chambre élue en 1936 vota les pleins pouvoirs à Pétain. Mais avant même cela, les concessions aux ouvriers furent remises en cause. Il y eut des morts d'ouvriers lors des grèves et manifestations. Il y a peu de périodes où les travailleurs se jettent dans la bataille et peuvent rallier de nombreuses autres couches de la population. Dans ces périodes, il est indispensable que la perspective du renversement de la bourgeoisie, et donc de la prise en main de l'économie par les salariés, soit présente, c'est-à-dire incarnée par des militants. La constitution d'un parti communiste révolutionnaire est la raison d'être de lutte ouvrière.